Bonjour, je suis Lila Speranza, enseignante spirituelle en épanouissement personnel. Voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. Voici donc le portrait de Lila Speranza, installée sur les canapés, toute de bleu vêtue. Bonjour Lila. Bonjour Marc. Quel bonheur de vous recevoir. Merci. Quelle classe également que de dire je suis enseignante spirituelle. Mais oui. Wow. Non mais ça le fait. Ça le fait. Surtout que c'est une autorisation que je me suis donnée il y a pas très longtemps. Pourquoi ? Parce que dans cette notion de enseignante spirituelle, je trouve qu'il y a une sens de responsabilité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre qui est importante de prendre en considération. Est-ce que vous pouvez aussi considérer qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire ? Complètement. Parce que c'est très vaste en fait. Oui. C'est très abstrait. C'est ça. Qu'est-ce qu'une enseignante spirituelle ? Alors, une enseignante spirituelle, c'est une personne qui a certaines connaissances, mais qui a aussi fait de sa vie et de ses expériences des leçons de vie. Et qui met ces leçons de vie au profit des autres, déjà au profit de soi-même, c'est important, mais aussi au profit des autres pour que eux-mêmes éclairent leurs expériences et leur parcours de vie de façon à en faire quelque chose d'initiatique. C'est-à-dire que votre vie vous a suffisamment marqué, a suffisamment été ponctuée par, en tout cas la première partie de vie, par des étapes de vie difficiles, qu'aujourd'hui vous avez le recul nécessaire pour l'enseigner aux autres ? Complètement. Complètement. On va voir ça, on va en parler évidemment dans le détail. Donc, enseignante spirituelle en épanouissement personnel. Vous savez qu'il y a développement personnel et épanouissement personnel, et il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Gilles Riganides qui m'a dit un jour, on ne peut pas dire développement personnel, on devrait dire développement de l'être, ou de l'être-té. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'aime beaucoup le mot épanouissement personnel parce que je suis convaincue, avec toutes ces expériences qui ont ponctué ma vie, qu'on n'est pas là pour venir subir sa vie. Je crois vraiment qu'on est dans cette vie pour s'épanouir pleinement, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit notre parcours. Et dans le mot développement personnel, il y a quelque chose, je sais pas, dans mon esprit à moi qui dit que comme si je devais développer quelque chose en moi qui n'est comme si j'étais pas déjà assez en fait. Alors que dans l'épanouissement, c'est comme si c'était déjà présent. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça ne demande qu'à jaillir. Oui, il y a cette différence que je fais. Ça veut dire que quand on regarde évidemment, alors chaque personne qui s'installe sur les canapés ont ce qu'on appelle, ils ont tous une fiche de prod. Ouais. Et donc il y a des éléments à chaque fois. Donc enseignante spirituelle, épanouissement personnel, connaissance de soi, libération intérieure pour se révéler à sa lumière. Waouh. Que de choses. Que de choses. Non mais je veux dire, de promesses. c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, oui, la promesse, le challenge est conséquent. Oui. Vous êtes consciente de ça. Oui. Qui sont les gens qui viennent vous voir et qui font appel à vous ? Les gens qui viennent me voir et qui font appel à moi, ce sont des personnes qui sont dans cette quête d'épanouissement et qui sont dans cette quête du sacré, de la vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont pas là pour... Leur démarche ne part pas d'un endroit de mal-être. Leur démarche part d'un endroit de « je veux faire de ma vie un parcours initiatique. Je veux faire de ma vie quelque chose de sacré. » C'est pas rien en fait. J'y pensais hier soir et je me disais mais c'est pas possible. La vie c'est pas juste ça. C'est pas boulot, métro, dodo. C'est pas. Il y a pas vraiment de mission. Il y a juste vraiment à se connaître soi. C'est pour ça que c'est important pour moi parce que je crois que plus on va aller dans la découverte de soi-même, dans toutes les zones. Ça veut pas dire que les belles choses. Ça veut dire tout dans sa généralité. C'est-à-dire qu'il faut aller oser chercher, gratter un peu là où ça fait mal quelque part. Oui, et l'accepter. L'accueillir. Parce que si on est en train de trier des parties de nous qui nous plaisent pas, c'est comme si on disait à cette partie de nous, t'es trop moche pour exister. Et je trouve que quelque part, c'est se renier. Et moi, j'aime dire que il n'y a pas finalement de définition de bien ou de mal, parce que souvent, dans la société actuelle et dans mon parcours de vie éducatif, on m'a dit qu'il fallait que je sois d'une certaine façon, sinon j'étais pas assez bien et j'étais pas assez digne. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je crois que toutes ces parties de moi, si elles existent à l'intérieur de moi, c'est qu'elles ont un message à me transmettre et à me révéler encore plus à moi-même. Les points négatifs comme les points positifs de votre être. Oui. Moi, je crois que les deux, j'aime pas du tout utiliser le mot positif ou négatif. Oui. Mais parce que je suis tellement pleine de contradictions. Oui, c'est ça. Et c'est OK. Mais oui. Et c'est OK. Il y a des fois, je suis super généreuse et des fois, je suis super égoïste. Et c'est OK.
Ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que j'entends beaucoup de témoignages en ce sens, de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants de vie, qui disent effectivement la même chose que vous. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'efforts sur la partie... Ça veut dire que quand on dit « je suis à la fois du positif ou à la fois du négatif » et c'est OK, à ce moment-là, ça ne nécessite pas d'aller faire un travail pour améliorer les choses. Si on accepte le fait d'être et positif et négatif, restons comme on est. N'allons pas faire ce travail supplémentaire. Oui, je suis d'accord avec ça. Par contre, moi, j'apporte la nuance de le fait de connaître ces parties négatives, on va dire sombres. Ouais. Ben, ça veut dire que on les laisse plus nous diriger. On les laisse plus. On ne peut pas œuvrer sur quelque chose qu'on renie. Ça, c'est une certitude. Si moi, à un moment donné, je ne vais pas explorer mon côté possessif, mon côté insécurité, je ne peux pas œuvrer dessus. Et du coup, il y a quelque chose comme une sorte d'emprise en fait sur moi de ce côté-là. Donc identifier, oui, accepter et ensuite œuvrer. Et œuvrer. Oui, parce que je pense que si par exemple mon côté possessif me fait du mal, c'est là où je dois œuvrer dessus. Je dis pas qu'il faut accepter ces parts sombres sans devoir travailler dessus, mais ces parts sombres, si elles nous font souffrir, c'est pas OK. Comment aujourd'hui je peux œuvrer pour que cette part de moi, elle ne me fasse plus souffrir, elle ne soit plus empreinte de souffrance et de maltraitance, puisque c'est de la maltraitance que je m'inflige. C'est de l'auto-maltraitance. De l'auto-maltraitance, c'est un mot que j'utilise tout le temps. L'auto-maltraitance, c'est ça. C'est comment je peux me libérer de cette maltraitance à l'intérieur de moi, justement vis-à-vis de mes pensées, vis-à-vis de mes actions, vis-à-vis de mes habitudes. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de faire cet état de lieu de qui je suis, mais dans tout ce que je suis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme quoi? Alors, on a dit enseignante, certes, mais vous êtes une thérapeute, une coach de vie, une accompagnante, une experte en... Je suis une experte en l'épanouissement personnel et en l'être humain. J'adore, je suis fascinée par la vie, je suis fascinée par l'être humain et j'ai la chance ou pas. Au début, c'était pas trop une chance d'être née avec des capacités qui m'ont permis de découvrir et de me questionner sur l'existence. Donc aujourd'hui, je saurais pas comment me définir et je trouve que enseignante spirituelle, c'est celui qui met à l'intérieur tout ce que je peux proposer. Parce qu'à la fois, c'est de la médiumnité, à la fois, c'est de la connaissance, à la fois, c'est de la thérapie, à la fois, c'est coaching. Et tout ça, c'est très difficile de se caractériser en un seul mot. C'est un couteau suisse de la spiritualité. Ouais. Ça vous va bien. Merci. On va voir votre parcours de vie parce que c'est intéressant. On se dit... quand on vous entend comme ça, on se dit, waouh, elle a un degré de sagesse extraordinaire. Wow. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que vous êtes en paix avec vous-même. Oui. Vous avez fait la paix avec votre partie sombre, par vos parties sombres, que vous admettez, que vous avez identifiées, avec lesquelles, voilà, bon. Avec lesquelles je vis. Avec lesquelles vous vivez. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non. Qui était la petite Lila? Waouh. La petite Lila, c'était une petite fille très introvertie qui ne comprenait pas la vie, qui se sentait dans un endroit et qui comprenait pas ce qu'elle faisait dans cet endroit. J'ai longtemps lutté contre la vie en fait, parce que je ne voulais pas trop. Je la comprenais pas. Je la comprenais pas. J'ai grandi avec une culture maghrébine, avec beaucoup d'injonctions, et j'ai commencé à interroger ces injonctions. J'ai commencé à me demander. Moi, j'ai commencé ma pratique spirituelle par la religion. Donc, je suis née dans une famille de confession musulmane et j'avais besoin de comprendre qui était ce Dieu qui infligeait, qui demandait à ce qu'on soit d'une certaine façon pour être aimé ou être assez digne d'être en vie. Mon parcours a commencé un petit peu comme ça et en parallèle, j'avais ces capacités qui se sont réveillées très très jeunes et qui me faisaient très très peur. Parce que je les maîtrisais pas, parce que je les comprenais pas, parce que c'était pas évident à exposer aux autres. Et encore moins à la famille. Et encore moins à la famille, même si dans ma culture maghrébine, toutes ces dimensions de voyance, de médiumnité, c'est très connu, plus qu'ici. Avant, c'était quand même quelque chose de très tabou. Aujourd'hui, on voit plein de livres de développement personnel, mais avant, ça n'existait pas. Du coup, moi, je pensais que j'étais différente et quelque part que j'étais punie de voir ces choses-là. Et ça vous faisait souffrir.
Complètement. Ouais. Parce que quand j'ai commencé à en parler au sein de ma famille, eh ben j'ai tout de suite été c'était le mal qui parlait à travers moi. Waouh. Ouais. Donc c'était pas très joli. Et vous avez lutté contre ça? Oui, complètement. Pendant toute votre enfance, adolescence? Ouais. Ouais. Toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai lutté contre quelque chose, une petite voix qui me disait que la vie c'était pas ça. Et contre des conditionnements qui me disaient qu'il fallait que je rentre dans certaines cases. Et ça a été le plus compliqué, d'accepter d'être qui je suis. Parce que toute ma vie, que ça soit à l'école, que ça soit dans ma famille, que ça soit auprès des autres, j'ai toujours entendu que pour être aimé ou pour être digne d'être entendu, il fallait correspondre à certaines étiquettes. Et comme je me sentais pas à l'intérieur de moi en adéquation avec ces étiquettes, eh ben je me sentais pas digne d'être aimée. J'ai le sentiment aussi que dans votre éducation, dans votre culture, il y a aussi beaucoup pensent comme vous. Oui. Et n'osent pas nécessairement le dire. Oui, complètement. Moi, je viens d'une fratrie de 6 enfants. Et quand j'ai commencé à questionner, à l'époque, c'était mon grand-père, j'ai commencé à le questionner sur la religion et je lui disais, je comprenais pas certaines choses de ce côté-là. Et je me rappelle qu'il me racontait des histoires où lui-même se questionnait sur certaines choses. Parce qu'en fait, quelque part, la religion, elle vient aussi nous apporter une certaine sécurité et un certain cadre dans lequel on n'a pas trop besoin de dévier, en fait. Ouais. Et vous dites d'ailleurs, que c'est intéressant, c'est que il fallait pallier à ça, à cette souffrance quand même d'être incomprise. Oui. Et vous vous réfugiez dans votre monde imaginaire, dans les perceptions et dans tout ce que vous pouviez capter, canaliser. Oui. C'est de la médiumnité pure. Ah oui, complètement. Oui. La médiumnité pure, ça veut dire que je me revois enfant être assise sur les escaliers de ma maison familiale et je pouvais passer des heures entières à vivre dans un monde qui n'était pas réel pour les autres. Ça veut dire que je voyais des choses, j'avais des conversations avec des énergies que les autres ne voyaient pas et j'avais l'impression que ça pouvait durer mais des après-midi entiers. Et alors non seulement ça devait vous réconforter parce que effectivement vous êtes dans votre bulle et dans votre univers, mais en même temps ça devait aussi, j'imagine, vous effrayer et questionner votre famille qui devait se dire enfin cet enfant elle est assez particulière. Ah oui. Elle est pas comme les autres. Oui, je me rappelle que même ma grand-mère qui avait énormément de dons et qui était énormément connue pour ses pratiques de guérisseuse. Ah, déjà. Oui, sauf que en Algérie, malheureusement, tout ce côté médiumnité guérisseuse est interdit. Et donc c'était caché. Donc je me rappelle, on se retrouvait dans des pièces cachées. Quand j'étais en Algérie avec ma grand-mère, des amis à elle, je me rappelle, elle se tirait les cartes. C'était très drôle. Et moi, j'étais fascinée de voir tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui m'effrayait le plus, c'était les visions que j'avais, parce que c'était pas forcément que des belles choses que je voyais. Je ne voyais pas forcément que des anges ou de belles énergies. Je voyais aussi le côté un petit peu qu'on peut appeler le côté obscur. Et c'est ça qui me faisait très peur. Et prémonitoire? Oui. Ah oui. 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 Ça veut dire que je pouvais avoir des flashs de ce qui pouvait arriver, ce qui allait arriver. Des fois, c'était pas très positif, mais je pouvais aussi avoir accès à tout ce qu'on peut, les défunts, les entités. Et quand on est toute petite, ça fait très très peur. Oui, c'est compliqué à gérer, évidemment. Et puis, ce qui est effrayant, c'est de ressentir et d'entendre ce qui se passe pour les gens. C'est d'être dans une pièce avec plein de personnes et d'entendre leurs pensées, leurs émotions, et puis nous on est là toute seule et puis on se dit mais je suis folle, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et ça a duré pendant très longtemps. D'ailleurs, vous dites sur votre première partie de vie, vous dites j'étais perdue, incomprise, avec un vrai mal-être, en décalage complet avec les autres, bourrée d'incertitudes, j'ai subi ma vie, une vie qui n'avait pas de sens. Oui. Une vie qui n'avait pas de sens. Je me suis mariée très jeune. J'avais 18 ans quand je me suis mariée. À 23 ans, j'avais déjà 3 enfants. Et je me rappelle que j'avais dit, je peux pas continuer cette vie parce que je la comprenais tellement pas et je me sentais tellement incomprise et je ne savais pas à qui dévoiler tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ah oui. Et puis il y avait ce côté de devoir répondre à ses attentes familiales. La pression familiale. La loyauté, la loyauté de. Bien sûr. Mais moi je ne crois plus en ça, donc si je ne crois plus en ça, ça veut dire que ma famille ne va plus m'aimer. Ça veut dire que je vais me retrouver seule.
Ça veut dire que tout ce qui existe n'a pas le droit d'exister. Donc en fait, vous êtes ballotté entre le fait d'être incomprise qui vous fait considérablement souffrir et le fait de devoir à un moment donné vous prendre en main, vous libérer des dictates de la famille. Oui, sauf que quand on va pas aller regarder ces parts de sombres, et ben en fait, ce que j'ai voulu fuir de chez ma famille, je l'ai retrouvé avec mon mari. Voilà, je me suis renfermée dans un système familial dans lequel, il fallait que je sois d'une certaine façon, que je réponde à certains critères de mère de famille, d'épouse, que je mette mes projets professionnels de côté, et pour être une bonne femme. Et finalement, je me suis construite plus en tant que Lila, mais en tant que femme et mère. Ouais, c'est ça. Ouais. En vous oubliant. En m'oubliant complètement. Ouais. Divorce. 3 enfants. Maman solo. Âge. Ouais. Wow. Donc remise en question totale, reset total. C'est la question, c'est qui je suis quand je l'ai plus, quand il est plus dans ma vie, cet homme, puisque tout était construit autour de lui, avec ses amis, sa famille, tout avait été construit. Et puis moi, mes rêves de Lila en tant que personne, je les avais mis de côté. Et puis ça a été l'effondrement total. Parce que je ne savais plus qui j'étais. Je savais plus ce que j'aimais. Je savais plus ce que je voulais de cette vie-là. Et vous avez la responsabilité de vos 3 enfants. Oui, que j'ai élevé toute seule, puisque ça a été un papa absent. Et j'ai énormément connu la précarité financière à cette époque-là. Et j'ai repris mes études pour devenir éducatrice spécialisée dans un foyer pour les jeunes en difficulté. Chose que j'ai fait pendant 10 ans avant de créer ma propre entreprise. Voilà. La fameuse étape du divorce, c'est là le switch où à un moment donné, c'est là le point, le déclencheur qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait de toute façon changer radicalement de vie. Ça a été le déclencheur qui m'a dit je ne peux plus continuer cette vie-là parce que j'ai que des filles. Vous avez 3 filles? J'en ai 4 maintenant. Ah, 4. Et je suis même grand-mère. Waouh. D'une petite jeune grand-mère. D'une jeune grand-mère depuis pas très longtemps. Le vrai déclencheur, ça a été ça. Ça a été quand je me suis retrouvée toute seule à devoir assumer financièrement, devoir élever mes enfants. Et surtout, j'ai fait que des filles. Je me suis dit, je peux pas leur offrir ça. Je peux pas... En étant éducatrice spécialisée, on est quand même très très loin de la spiritualité. On est très loin du développement de l'être. On est très loin de tout ça. À quel moment... Mais non. Oui, c'est vrai, du développement de l'être, vous avez raison. Je retire ce que j'ai dit. Vous avez complètement raison. Ceci étant... l'approche spirituelle n'est peut-être pas dans cet univers-là, dans ce domaine-là. Alors l'approche spirituelle n'est pas dans cet univers-là, mais comme je le porte en moi depuis toujours, ça veut dire que moi j'ai commencé ma démarche par les religions, j'ai cherché à comprendre ce que c'était l'islam, ce que c'était le christianisme, ce que c'était le judaïsme, ce que c'était le bouddhisme. J'ai commencé par là. À partir de là, je suis tombée sur un livre qui s'appelait La prophétie des Andes, j'avais 13-14 ans. Et ce livre, il m'a fascinée. Je me suis dit, il y a quelque chose ailleurs. Et en fait, toute cette démarche spirituelle, je l'ai amenée partout avec moi. Autant dans mon métier que dans mes relations amicales, que dans mon éducation avec les enfants aussi, avec mes filles. La dimension spirituelle, on la retrouve pas quelque part. C'est nous qui l'amenons. Moi, je crois ça. Quel que soit, même si j'aurais été, si j'avais été avocate, j'aurais amené ma dimension spirituelle avec moi. Parce qu'elle fait partie de moi. Et alors donc, deuxième déclencheur, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et comment vous en arrivez à être ce que vous êtes aujourd'hui. Figurez-vous que c'est par le biais de ma fille, ma grande fille, qui commence à avoir... Moi, j'avais mis un petit peu sous le tapis toutes ses capacités parce que j'en avais un peu honte, parce que ça se parlait pas comme ça se parle aujourd'hui. Et ma fille, à l'âge de 6 ans, commence à avoir, pareil, des capacités qui se déclenchent, des perceptions. Et je me rappelle, c'était assez impressionnant parce qu'elle entendait beaucoup de voix, de défunts et de choses. Et je me rappelle, elle cherchait à fuir la maison en pleine nuit. Du coup, j'étais obligée je l'entendais sortir. Elle avait 6 ans. Par peur? Par peur. Ah ouais. Elle en avait, mais c'était horrible. Elle en avait tellement peur. Et je me suis dit, mais comment je peux aider cette petite? Et en fait, j'ai cherché sur Internet quelqu'un qui était médium pour m'aider. Et j'ai rencontré une femme qui m'a aidée et qui m'a dit, mais Lila, tant que tu n'accepteras pas, tant que tu lutteras contre tes propres perceptions, tu ne pourras pas aider ta fille. Et en fait, c'est en apprivoisant mes perceptions que j'ai pu accompagner ma fille de ne plus en avoir peur.
Parce que si moi-même j'en avais peur, alors que j'avais une trentaine d'années, ben je pouvais pas l'accompagner à elle à ne plus en avoir peur. À l'époque, quand elle a ses peurs comme ça, vous comprenez tout de suite qu'elle a ses capacités? Ah oui, je me revois enfant avec justement cette peur-là de pas être comprise, de pas être entendue. Ouais. Et donc ne pas reproduire ce qui vous a tant fait souffrir. Exactement. Et là, j'expliquais à ma fille que ben moi je faisais pareil quand j'étais petite. Et que elle était pas toute seule, qu'on allait faire ça ensemble, que moi aussi j'avais des perceptions, mais que je les reniais parce que j'en avais honte. Enfin, je lui ai exprimé tout ce que je ressentais. Bien sûr, l'accompagner. Et puis en fait, je suis rentrée dans une démarche. Je me suis fait accompagner. Au début, c'était des psychologues, et ensuite des thérapeutes, des médiums. Et j'ai réussi à maîtriser toutes ces perceptions. Et aujourd'hui, vous les acceptez, elles font partie de vous. Ah, mais complètement. Et c'est voilà. Et elles me font plus souffrir. Comment en arriver à être enseignante pour le coup? Ça a été un chemin, puisque c'est pas l'enseignement, c'est nouveau finalement que je mette le mot enseignante dessus, parce que j'ai commencé au début par être thérapeute, par des soins énergétiques, tout en mêlant ma médiumnité qui fait partie de moi tout le temps, donc je peux pas. Mais c'est une vraie valeur ajoutée dans votre accompagnement, oui, incontestablement. Maintenant, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et après, je me suis formée pour apprendre à maîtriser ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'avais pas envie. Moi, je trouve qu'il y a une notion de responsabilité très importante dans ce domaine-là. Je veux dire, on a quand même une responsabilité vis-à-vis des gens. C'est sûr. Quand on touche quelqu'un, si soi-même on n'est pas clean, si soi-même on n'est pas, c'est le bordel à l'intérieur. J'ai la conviction que on transmet tout ça à l'autre quand on transfère des choses. Que ça soit par la médiumnité, ça se travaille, ça s'amplifie, ça se développe, mais ça s'affine aussi. Et ça, c'est un travail que je me suis donné, en tout cas, parce que je trouve que c'est trop important. C'est trop important de devoir dire à quelqu'un quelque chose qu'on perçoit de ses énergies. Je trouve que ça a trop d'implications. C'est une énorme responsabilité. Oui, et ça, c'est très important pour moi de continuer aujourd'hui à pratiquer et à me former pour justement être très clair avec mes perceptions. Et le plus juste possible. Le plus juste possible. Et ça demande vraiment une pratique et une hygiène de vie qui est importante. Oui, parce que beaucoup dans ces démarches-là, dans ces démarches spirituelles, beaucoup manquent de cette prise de conscience-là, de la responsabilité de ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont percevoir et ce qu'ils vont oser dire aux consultants. Le monde invisible est tellement vaste. Bien sûr. Et il est peuplé de tellement de choses différentes. Bien sûr. Et si on sait pas à quoi, on peut être médium. Moi, j'ai commencé la médiumnité, je voyais que les choses sombres qui font peur. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Pourquoi moi, je vois pas les anges, les guides et les autres? Et j'ai dû chercher et aller voyager dans ce monde invisible et le comprendre. Parce que si on le comprend pas, si on sait pas à quoi on se connecte, si on sait pas pourquoi on ressent ça, si on sait pas faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre, oui, en plus, si dans nos visions il y a pas un petit peu, parce que quand on canalise, ça traverse forcément notre écran à nous personnel. Et si on le teinte un petit peu quand on transmet l'information à l'autre, ben je trouve que c'est une grande responsabilité. Oui, clairement. Et donc, j'ai rencontré les bonnes personnes et les bons mentors pour m'accompagner dans cette démarche-là. Et j'avais besoin de comprendre parce que, comme je le disais tout à l'heure, je viens d'une culture maghrébine où l'ésotérisme a une grande place. Moi, j'ai vécu dans un environnement où on parle de magie noire, où on parle d'exorcisme, on parle de djinn, on parle de mauvais sorts, de mauvais œil. Et j'ai vu tout ça. Moi, j'ai assisté à plein de choses quand j'étais enfant. Et j'avais besoin de comprendre comment une personne peut avoir autant de pouvoir sur une autre personne juste en utilisant des incantations, des rituels ou des choses comme ça. Et c'est tous ces questionnements sur l'existence, sur l'énergie, comment ça fonctionne, comment ces personnes peuvent faire ça, en fait, j'ai rencontré des gens qui avaient des connaissances et qui m'ont aidé à comprendre ça. Vous vous souvenez de votre premier accompagnement? Oui. Je m'en souviens. Le premier accompagnement, c'était un accompagnement hyper terre à terre avec une psychologue. Je suis allée la voir et je lui ai dit, je crois que j'ai un problème. Et elle me dit, oui, on est là pour ça. Et du coup, je lui ai dit, je vois des choses et j'entends des choses que les gens ne voient pas et n'entendent pas. Et là, quand je vous disais votre premier accompagnement de vous par rapport à un consultant,
Quelqu'un qui vient vous consulter. Ah, je croyais mon premier accompagnement que j'ai eu moi. L'accompagnement que vous avez fait, que vous avez pratiqué sur quelqu'un d'autre. Oui, je m'en souviens, j'avais tellement peur. J'imagine. J'avais peur de mal faire, j'avais peur de pas savoir, j'avais peur de trop influencer sa vie. C'est quelque chose qui compte vraiment beaucoup pour moi. De laisser le pouvoir personnel à la personne et de pas l'influencer par ce que moi je pourrais penser, juste ou pas. Je reste persuadée que la boussole intérieure de chaque personne, elle reste primordiale avant même ce que moi je pourrais percevoir. Donc dans votre accompagnement, dans votre enseignement, ce qui est important, parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, c'est une consultation médiumnique, on va dans un cabinet où on fait un truc en visio, et puis ça dure 1 heure, et c'est ça. Or, c'est pas ça. Vous accompagnez sur la longueur. Oui. Moi, je le dis bien. J'accompagne sur la longueur parce que, comme je le disais au début, j'ai envie de rendre hommage à ma vie. Moi, je regrette aucune difficulté que j'ai pu vivre. Maintenant, avec le recul. Avec le recul, pourquoi? Parce que je suis rentrée dans cette démarche, mais qui durera cette vie et les prochaines. Parce que je veux faire de ma vie une vie initiatique. Je veux faire de ma vie une œuvre à elle toute seule. Et ça, c'est important pour moi. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on règle en 2 semaines, en 3 mois, en 6 mois ou en 1 an. C'est vraiment une démarche dans laquelle on s'inscrit, en fait. Et je trouve ça tellement honorable pour la vie en elle-même. C'est puissant. C'est puissant et c'est un vrai travail. Je suis content d'entendre le mot responsabilité quand vous êtes face effectivement à quelqu'un qui vient vous consulter. Oui. J'ai parfois le sentiment que beaucoup oublient cette notion essentielle qui consiste à dire bon, je délivre ce que j'ai à délivrer et puis bon, on verra. Oui, cette notion de responsabilité compte vraiment beaucoup pour moi. Et d'ailleurs, je n'ai pas hésité à mettre, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, à mettre en pause pendant 3 ans tout accompagnement, toute médiumnité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Tant que moi, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait, comment je percevais, d'où me venaient les informations. Et ça a été vraiment une démarche de moi à moi-même pour vraiment venir légitimer ma pratique. Je pose, Lila, souvent des questions la même question à ceux et celles qui s'installent sur ces canapés, c'est de dire, est-ce que vous avez une histoire qui vous a profondément marqué, un avant-après, quelqu'un qui vient et qui suit votre enseignement, votre accompagnement, et dont la vie a considérablement été modifiée après avoir travaillé avec vous? Il y a quelqu'un qui vous a profondément marqué dans votre histoire? Franchement, il y a tellement de belles histoires. Ouais. Bah oui. De tellement de belles histoires et je suis profondément touchée par beaucoup de ces histoires-là. Mais ce qui me compte, j'en ai une que j'ai envie de partager, c'est vraiment de cette femme qui vient me voir, qui est complètement à côté de sa vie et qui sent quand même qu'à l'intérieur d'elle, elle sait qu'elle est à côté de sa vie, mais qu'elle s'est pas donné les autorisations nécessaires pour pouvoir vivre cette vie à laquelle elle aspire. Et je me rappelle qu'au début, elle était pleine de limitations, pleine de maltraitance vis-à-vis d'elle-même. Elle s'infligeait des souffrances amoureuses, professionnelles, physiques aussi. Et je l'ai accompagnée pendant 2 ans. Et quand je vois aujourd'hui où elle en est, c'est un truc de fou. Elle est rayonnante. Mais elle est rayonnante. Elle s'affirme. Elle est dans toute mais dans tout ce qu'elle est en fait. Et je trouve ça très beau parce qu'aujourd'hui, elle est complètement épanouie. Elle s'est inscrite dans une relation amoureuse dans laquelle elle rayonne vraiment et elle a vraiment trouvé sa voie. Mais ça a demandé du temps. Ça a demandé d'aller s'explorer à l'intérieur pour vraiment se connaître. Et donc ces 2 ans, c'est à raison de combien de rendez-vous? Alors, ça c'est au début on a fait 1 rendez-vous par semaine et ensuite on a espacé à 1 rendez-vous tous les 15 jours. D'accord. C'est en général ce que vous préconisez? Oui. Ouais. Ça dépend en fait. Des fois il faut avoir une vitesse un coup d'accélérateur où on y va un petit peu franchement. Et puis des fois on a besoin de prendre le temps d'intégrer et de prendre le temps de vivre aussi. C'est important. Et alors,
cette part de médiumnité que vous avez, qui est donc une vraie valeur ajoutée, hein, clairement, parce que là, pour le coup, est-ce que vous pensez que les gens vous consultent parce que ils savent que vous êtes médium avant d'être coach, accompagnante de vie ou thérapeute? Je pense que c'est plus le côté médium? Je pense que aujourd'hui, c'est une vraie valeur et les gens, ça vient les rassurer quelque part, cette médiumnité. Comme si je pouvais savoir mieux qu'eux. Avant, je mettais beaucoup ce mot en valeur, médiumnité, sur mes profils, sur mes réseaux sociaux, et je l'ai enlevé il y a pas longtemps. Justement pour enlever cette notion de Lila, elle est médium, alors elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Vous savez qu'on vient de faire 30 minutes sur votre médiumnité quand même. Sur votre histoire et sur votre médiumnité quand même. Oui, mais ça ne l'enlève pas. Mais surtout pas. Enfin, ça ne l'enlève pas, le fait de ne pas l'afficher, ça ne l'enlève pas. Et pourquoi vous ne voulez plus l'afficher? Parce que je ne veux pas être choisie. Il y a vraiment cette notion de pouvoir personnel qui est très importante pour moi. OK. Et j'ai pas envie d'être choisie que pour ça. Parce que je pense que c'est pas parce que je suis médium que je sais mieux ce qui est bon ou pas pour la personne. Mais je pense pas que les gens vous voient de cette manière-là. Je pense que les gens se disent vous êtes médium, et ça rassure. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vient rassurer les personnes parce qu'ils se disent que je peux les guider d'une façon plus juste. Mais la médiumnité, elle, de toute façon, que je l'enlève ou que je l'enlève pas, elle est tout le temps là. Elle est même là, ici, maintenant. Elle est là quand je vais boire un café. Elle est là tout le temps. Ça fait partie de moi. Que disent votre fille de leur maman? Elle est médium? Non? C'est rigolo parce que ma fille de 6 ans, elle savait que je venais ici aujourd'hui. Et elle m'a dit, tu vas dire devant tout le monde que t'es une sorcière? Je lui ai dit non. Elle me dit, t'as qu'à leur dire que t'es guérisseuse alors? Non plus. Et t'as qu'à leur dire que t'es magicienne, alors t'as des pouvoirs magiques. Non plus. Mais pourquoi tu vas pas leur dire tout ça alors? C'est beau. Oui, et c'était juste avant de venir ici. Et je lui dis, tu crois que je devrais dire ça? Elle me dit, ben oui, parce que tu guéris des gens, t'es magicienne. Et je lui dis, t'as des pouvoirs magiques. Ah, c'est magnifique. Je lui dis, écoute, j'essaierai de le dire alors. Ouais, voilà, c'est dit. En tout cas, c'est dit, vous avez les pouvoirs magiques, vous avez ces facultés, vous avez tout ça. Et à 6 ans, c'est quoi de plus beau que la magie? Ah, mais oui, hein. Elle est à fond. Elle est à fond dans ça. Elle le dit à l'école. Maman, tu sais, j'ai dit à l'école, mais mes copains, ils me croient pas que t'es magique. Laissons cette naïveté et cette vision de la vie magique, c'est tellement exceptionnel. Pour conclure, quel est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui? J'ai un message qui me tient très à cœur en ce moment, depuis quelque temps aussi, puisque ça fait on dirait pas comme ça, mais ça fait, en fait, finalement, ça fait toute ma vie que je suis inscrite dans ce fameux développement personnel ou spiritualité. Et j'ai envie de transmettre à toutes les personnes qui regarderont cette émission et qui ont envie de trouver des réponses à leur mal-être. J'ai envie de leur dire de regarder plus loin que ça. Que souvent, on rentre dans le développement personnel et que pour se fuir, en fait. Pour fuir vraiment les raisons qui nous rendent malheureux. Alors que souvent, on va utiliser des pratiques, on va utiliser des thérapies, des médiums, finalement que pour chercher à se fuir de l'intérieur. Parce qu'on ne veut pas vraiment aller rencontrer cette part sombre de nous qui nous fait du mal, et on ne veut pas plonger dedans. On cherche l'outil magique, on cherche la personne magique qui va nous sortir de cette souffrance-là. Et moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a un développement personnel ou une spiritualité qui est là vraiment pour mettre en lumière tout ce que l'on est et qui va venir s'inscrire dans un épanouissement. Parce que souvent, le développement personnel, comme je le vois un petit peu être véhiculé, il vient renforcer ce mal-être. Et ça, c'est pas OK. Et je pense vraiment que quand on s'inscrit dans une démarche de faire de sa vie une œuvre, finalement, on n'a plus d'attente de résultats. On est juste en train d'explorer la vie, de se vivre à travers la vie. Et moi, je dis souvent une phrase que j'aime beaucoup, mieux se connaître pour mieux se vivre. C'est ça, finalement, la démarche. Faire de soi l'œuvre de sa vie. Ouais. Si, je sais pas, quand je serai plus là, je me dirais, mais waouh, elle était chouette cette vie parce que j'ai appris plein de choses sur moi. J'ai appris la vie en fait. Je me suis laissée vivre et au lieu de résister contre ce que la vie me proposait, finalement je l'ai embrassée. Et des fois,
des fois j'ai pleuré, des fois j'ai crié, et puis des fois j'ai été touchée. Et ça mérite d'être vécu. Et je pense que ceux et celles qui regarderont ce programme et cette émission en particulier seront touchés aussi par votre démarche et la façon dont vous exprimez vos ressentis, dont vous acceptez vos parts sombres aussi, avec lesquelles vous vivez, et c'est ok. Voilà. Et ça, moi, c'est déjà à titre personnel, ça c'est un cheminement qui est compliqué chez moi, ça. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant et ça résonne ce que vous dites. Merci. Merci en tout cas, Lila. Et je trouve que Speranza, c'est votre vrai nom? C'est mon nom d'épouse. Ah, c'est votre nom d'épouse. Parce que je porte depuis ça fait 20 ans. Même après avoir divorcé, j'ai gardé ce nom. Parce que Lila Speranza, je trouve que c'est joli. Ah ouais. C'est une signature. Oui, je suis d'accord. Hein. Franchement, je trouve que c'est une signature et ça fait Star System un peu. Hein. Non, mais c'est vrai, je vous assure. C'est le nom qu'il y a sur ma carte d'identité depuis 20 ans. Bon, formidable, Lila Speranza. Merci infiniment, Lila. Merci. Merci, Marc. C'était passionnant de vous écouter. Autour de cette vidéo, vous avez évidemment tous les liens pour rentrer en contact avec Lila, avec son expertise, avec son partage, avec voilà tout ce qu'elle vient de vous raconter. Vous pouvez commenter, partager, et on se retrouve très vite pour un prochain portrait index. Salut.